Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, les pieds dans l'eau, pour continuer la série Life God avec Armand. Armand a fondé l'association et le podcast Tu feras quoi plus tard, et il part à la rencontre de personnes qui partagent leurs témoignages et leurs conseils pour pouvoir nous aider à nous y retrouver dans l'océan des possibles. Cette association est notamment à l'origine du guide des 40 podcasts à écouter sur l'orientation dans laquelle Plouf a été cité. Je te mets le lien en description si tu veux le checker. Et en attendant, dans cette discussion, tu vas pouvoir nous entendre parler du parcours d'Armand, des questions qu'il a pu se poser pendant sa scolarité, pendant ses études, et tu pourras aussi nous entendre nous questionner sur la notion de diversité qui existe ou non lorsqu'on réfléchit à l'orientation. Par exemple, quels sont les différents modèles qui nous sont présentés, quelles sont les lignes de nage auxquelles nous avons accès, et de façon plus générale, on abordera la notion aussi de luxe qui peut résider autour de ces questions de quête de sens. Et j'espère que cet épisode te plaira, je te retrouve à la fin, mais en attendant, très bonne écoute. Bah écoute Armand, merci beaucoup de venir sur ce podcast, ça me fait trop plaisir de t'accueillir. Merci à toi pour l'invitation. Et je voulais parler avec toi donc à la fois de ta vision de l'orientation, comme on en avait discuté quand on s'était rencontrés, et parler un peu plus aussi de tout ce qui était diversité et comment se faire en fait passeur ou passeuse de différentes histoires, parce que je sais que c'est des choses qui te touchent beaucoup. Mais avant de commencer, je voulais te poser la question que j'adore poser aux gens en début de podcast. C'était quand tu étais petit, tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui? Ah, c'est ma question préférée, je crois. En fait, je dis que c'est ma question préférée, mais c'est aussi celle que j'apprécie le moins. Je pense aussi pour ça que j'ai créé le podcast sous le nom Tu feras quoi plus tard. Moi, j'avais pas d'idée précise. Ok. Mais c'est marrant parce que tu me poses la question, si tu la poses à mes parents, ils ne diront pas la même chose. Ils diront que j'ai changé de métier tout le temps. Je crois pareil que j'ai voulu faire, je sais pas, chauffeur de taxi. Après, plein de trucs. Apparemment, je changeais souvent tellement j'avais pas forcément d'idée précise de ce que je souhaitais faire. Oh, ouais. Et j'aime bien la formulation que tu as eue de te dire qui est-ce que je souhaitais devenir, puisque ce que j'avais en tête, c'est pas vraiment un métier. Je sais même pas si c'est vraiment possible, mais c'était un peu le côté super-héros. Moi, je me disais, okay. Plus tard, j'ai envie de pouvoir sauver les gens, de quoi, j'en sais rien. Plus quand t'es gamin, les super-héros que tu représentes sont ceux qui ont des costumes et des masques. Ouais. Et ouais, c'est un peu quelque chose je peux pas dire qui m'a guidé, mais en tout cas qui était en tête quand j'étais gamin. Puis bon, tu grandis, tu réalises vite que c'est pas un métier à pouvoir en parler. En tout cas, tu vois pas des gens habillés en cape avec des costumes. Et ouais, du coup, ouais, c'était plutôt ça, ce que je me disais, super-héros. Alors après, aujourd'hui, je sais pas si je suis dans cette trempe-là ou non, mais je pense que c'est quelque chose qui, même si c'est un peu le côté image de gosse que t'as quand t'es vraiment jeune, je pense que c'est le genre de choses qui vient après nourrir ta réflexion, même si tu t'en rends pas vraiment compte. En tout cas, j'ai la chance aujourd'hui de me dire, je suis dans des activités où je suis utile aux gens. Je sens que je suis utile et ils me le font savoir, et ça me correspond, ça me convient, et je suis vraiment aligné sur ça dans ce que je fais au quotidien. Donc c'est peut-être une partie de cette image du super-héros qui est venue nourrir mes choix d'orientation par la suite, ou ce que je fais. Peut-être que après-demain je serai super bien, j'en sais rien, hein, mais c'est en tout cas aujourd'hui c'est la lecture que j'en ai. Oui, et puis de toute façon, je pense que rien ne t'empêche non plus de venir au travail avec une cape et un masque si l'envie te prend, ou de faire des enregistrements de podcast aussi comme ça. Ouais, c'est vrai, trop chouette. c'est les avantages du télétravail aussi. C'est ça. Le matin, tu peux changer de pyjama ou mettre une cape, c'est au choix. Mais en plus, tu me dis ça, mais il y a un an, il y a une collègue qui a rejoint l'équipe dans l'association dans laquelle je suis, donc qui est Diversity Days, et elle m'a offert, au moment de l'arrivée, elle m'a offert un masque de Batman. Parce qu'elle est très fan des super-héros, et ouais, c'était ça, je vais voir si on peut pas la faire passer en tenue de travail. Et du coup, ton parcours avant ça, c'était quoi?
Tu veux dire parcours d'orientation, Ouais. études, etc. Alors c'est vrai que super-héros c'était pas trop promu par l'ONICEP, donc j'ai dû partir sur d'autres choses. Et en fait moi quand je dis que je savais pas quand j'étais gamin, je savais pas quand j'étais Ok. ado, je savais pas quand j'étais au lycée. Alors j'avais de la chance parce Ah que oui. j'étais pas mauvais à l'école, donc je suis allé dans un lycée général Mm. euh, parce que déjà et je le déplore. Les profs étaient vraiment dans le genre à dire si tu as des difficultés à l'école, tu vas dans une filière technique, tu vas dans une filière pro. Moi, j'avais des bonnes notes, donc c'était même pas envisagé. On s'est même pas posé la question de tiens, est-ce que je peux aller dans une de ces filières? La réponse était non. Mm. Euh, du coup, je suis allé dans un bac scientifique. Pour le coup, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je vais dans un bac scientifique ou ailleurs. Et puis, puisque je savais pas quoi faire et qu'on me Oui. disait, bah, le bac scientifique, c'est celui qui ouvre toutes les portes, vas-y. Donc, je suis allé là-bas en sachant que je ferais ni médecin, ni ingénieur, ni vétérinaire, ni quoi que ce soit qui avait un rapport avec les sciences. En tout cas, les sciences dures. Et puisque je savais pas, j'ai quand même décroché mon bac avec une mention assez bien parce que bah, j'étais là-dedans, mais c'était pas ma Mm. passion non plus. Et pareil, je fais l'appel à un ami. Donc j'ai ma prof principale qui m'a dit bah Armand, parce que tu ne sais pas quoi faire, va dans une prépa éco parce que t'as pas des mauvaises notes, puis t'as l'air d'être bosseur. Et éco parce que en économie tu vois des matières scientifiques, mais tu vois aussi de l'histoire, tu vois de la Mm. géopolitique, tu travailles des langues, tu vois un petit peu de tout, on va dire. En tout cas, c'est assez transversal. Et moi, je cherchais vraiment à être polyvalent, à être transversal. Et donc, je me suis dit, puisqu'il y a des gens qui sont là pour me dire vers quoi aller, autant y aller. Et par la suite, je rentrerai, je sais pas, dans une école de commerce ou quelque chose dans cet esprit-là. J'irai me spécialiser en bac plus 5 dans quelque chose, parce que j'aurais identifié d'ici là ce que je souhaite faire plus tard. Mm. Bac plus 5 parce que, pour le coup, j'ai des parents qui m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tu peux faire des métiers passion, tu peux faire n'importe quel métier ce dont t'as envie, vraiment. C'est peut-être pour ça aussi, j'avais peut-être trop de choix, donc je savais pas trop vers quoi aller. Ah oui. Mais ils m'ont dit, va chercher un bac plus 5 parce que sinon t'auras du mal à trouver un emploi. Ok, Et donc c'était vraiment la seule condition pour eux. ouais, condition, enfin, ou même si j'avais Enfin, dit, je oui. vais faire des études courtes sur autre chose parce que c'est ma passion, je pense qu'ils m'auraient soutenu. J'ai eu la chance d'avoir un gros soutien de mes parents sur justement ma liberté, en fait, de choisir vers quoi Mm. aller. De l'autre côté, ouais, il y avait, heureusement, ils avaient cette prise de conscience de l'importance du diplôme. Et je dis heureusement parce que je m'en rends compte aujourd'hui, c'est un frein pour beaucoup de personnes de ne pas avoir Ok. forcément ce sésame qui est le bac plus 5. Après, heureusement, il y a de plus en plus d'actions. Moi, je milite beaucoup en ce sens-là pour que on ouvre les portes de certains grands groupes d'entreprises à des profils justement qui sont pas forcément avec un diplôme bac plus 5 ou supérieur, mais mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis à Mm. moi de consolider mon parcours, de partir dans cette voie-là. Et si j'avais pas eu ça en tête, je serais peut-être pas parti vers ces études-là. Donc en fait, j'ai fait mes années de prépa, c'était très difficile. La première année, je me suis retrouvé avec 3 sur 20 de moyenne. J'étais dernier de la classe. Dernier de la classe, ça veut dire en fait en prépa, il y a tout le temps des gens qui abandonnent ou en tout cas qui se réorientent ou qui changent au fil du parcours. Tu fais pas les 2 ans d'un coup. Enfin moi, la première année de prépa, enfin j'ai juste fait une année. Après, je suis parti ailleurs. Mais même au fur et à mesure de l'année, il y en a qui arrêtent. Souvent, les Ah vacances, ouais. c'est un peu les moments charnières, genre la Toussaint, genre les vacances d'hiver, etc. Mais en fait, les gens qui partaient, ils avaient toujours des meilleures notes que moi. J'étais carrément, Mm. quand j'ai dit dernier de la classe, j'étais après les gens qui étaient partis. Et moi, j'ai voulu finir l'année, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et à la fin, j'ai été convoqué par le professeur principal et il m'a dit Armand, en vrai, avec 3 de moyenne, c'est tendu de te faire passer dans la deuxième année, mais si tu veux, tu peux. Voilà, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Ah, Moi, trop je sympa. m'attendais plus à un peloton d'exécution ou quelque chose dans ce genre-là. Et il a dit, en revanche, il y a d'autres formations qui existent, qui s'appellent des prépas D2 ou des prépas cachants, qui sont des classes préparatoires qui sont hybrides, donc t'es à moitié en prépa, à moitié à la fac, et à la fin, tu prépares pas forcément les écoles de commerce, tu prépares surtout à une formation qui s'appelle l'école normale supérieure, qui forme à l'enseignement et à la recherche. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, autant aller vers là. J'ai postulé dans cinq prépas de France.
Et j'étais revenu dans mon dernier vœu, qui était à Paris. Donc moi, je l'ai pas dit, mais j'ai grandi dans le sud de la France, vers Montpellier. Donc je me retrouve à Paris, qui était du jour au lendemain. Alors, je me retrouve là-bas, dans la prépa qui s'appelle le lycée Turgot. Et à partir de là, ça a été beaucoup mieux. Donc j'ai poursuivi mes 2 années de prépa en économie. J'ai découvert par un ancien élève de cette prépa qu'il y avait d'autres formations que l'ENS, que les écoles de commerce qui existaient, y compris la communication. Donc lui, en l'occurrence, il avait poursuivi au CELSA, qui est l'école de communication de la Sorbonne, en me disant je fais un peu des cours d'économie, mais surtout je vois d'autres choses, de la sociologie, de la psychologie sociale, de la linguistique, etc. Et je me suis dit tiens, ça me parle plus. Et en fait, j'ai commencé à préparer le concours tout seul. J'étais le seul de la promotion à préparer cette formation-là, qui était la communication, qui était CELSA. Et j'ai passé les concours, j'ai été admissible, j'ai raté les concours à l'oral. Et finalement, je suis allé dans une autre formation à la Sorbonne Nouvelle en communication. Là, je me suis vraiment immergé dedans. J'ai repassé les concours l'année d'après. Je suis retombé à l'oral sur le même président du jury, qui se souvenait très bien de moi. Je sais toujours pas si c'est une bonne chose ou pas. Et après j'ai été admis et du coup j'ai fait 3 ans de communication. T'as vu, je te raconte ma vie, ça prend 3 quarts d'heure. Hein. Mais je trouve ça super intéressant. Je te remercie. Donc j'ai fait 3 ans de communication là-bas, en me disant finalement à la base, alors je sais pas si tu te souviens, mais donc il y a 3 quarts d'heure je te disais que j'irais me spécialiser en dernière année de mon bac +5. En fait je me suis dit la spécialisation elle arrive plus tôt, c'est la communication, mais du coup je vais avoir un parcours plutôt généraliste dans la communication. Et puisque je savais toujours pas ce que je voulais faire ni où je voulais aller, si ce n'est de travailler autour de la communication, parce que c'est vraiment des matières qui m'intéressaient. Vraiment étudier la société, le fonctionnement, comment est-ce qu'on interagit avec l'autre, etc. Enfin, c'est des choses qui me parlaient beaucoup. Et dans lequel je retrouvais aussi un peu le côté ressources humaines, parce qu'on avait plein de cours sur ce sujet-là, toujours le rapport aux autres, le rapport à l'entreprise, etc. Et je me suis dit, je vais aller en agence de communication, parce que c'est super généraliste, je vais voir un petit peu de tout. Et comme ça, je vais finir par découvrir quel est le secteur d'activité dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. Ça sera peut-être, je sais pas, l'automobile, l'agroalimentaire, la banque, la science. Non, franchement, je connaissais pas du tout c'est tous les secteurs qui pouvaient y avoir. Et du coup, j'ai fait mes stages soit en RH, soit en agence. Ça m'a permis de découvrir des petites structures, des grandes structures, enfin vraiment un petit peu de tout. Et j'ai terminé mes études dans un stage où je faisais vraiment le job que je souhaitais faire sur le papier. J'avais préparé tout mon parcours pour arriver là. Ça s'appelle planeur stratégique. Personne ne sait ce que ça veut dire. C'était en agence. Okay. C'était en agence, une agence de communication, genre numéro 2 mondial. Enfin vraiment le truc. Sur le papier, c'était bien. Les gens avec qui je travaillais, c'était bien. Les missions, c'était bien. Tout était bien. Non, mais sur le papier, mais même en vrai, enfin, je suis toujours en contact avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Après, je me suis dit, c'est génial pour un stage, mais je me vois pas forcément poursuivre là-dedans parce que c'était déjà, il manquait ce côté RH. Même si je travaillais sur des missions de marque employeur, donc la marque employeur, c'est comment on va recruter les gens et faire en sorte, enfin, comment est-ce qu'on communique dans le cadre de recrutement. Comment est-ce qu'on rend une marque attractive, en fait, pour inviter les personnes à y travailler. Je trouvais ça super intéressant, très intéressant aussi parce que je m'appuie beaucoup sur les études sociologiques, compréhension du monde qui nous entoure, etc. Ça me parlait énormément, mais il y avait pas cette dimension RH. Je me dis c'est un peu bizarre de recruter des gens, mais pas trop de voir ce qui se passe derrière. En tout cas, de moins communiquer dessus ou moins de mettre l'alignement entre le discours et les actions. Enfin, c'est un peu la limite du côté sur la marque employeur. Le rythme de vie en agence faut dire ce qui est, c'est un rythme qui est très intense. Encore une fois, c'est pas un souci pour moi, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un rythme de vie très intense pour aider des gens que je ne connais même pas à rentrer dans des entreprises d'assurance, de banque ou autres qui sont pas forcément ce qui me parle le plus. Je ne sais pas. Et en fait, vraiment, il n'y avait pas ce côté RH, il n'y avait pas vraiment ce côté faire en sorte que les personnes autour de moi se sentent mieux dans leur quotidien. Et c'est un peu là où ça coinçait. Donc finalement, j'ai terminé mon stage. Je me suis dit tous les offres d'emploi que je vois passer sur le métier en question ne me font pas rêver. Donc c'est que tout comme en prépa, quand j'ai commencé à avoir des mauvaises notes en économie, je me suis dit c'est pas fait pour moi. Je vais aller en communication.
Là, je me suis dit, bah, la communication, c'était pas forcément ça la suite pour moi, dans quoi je vais. Et en fait, ça a été un peu la désillusion parce que je me suis retrouvé à la fin de mon bac+5, à un moment de ma vie où je m'étais dit tous les choix d'orientation que j'ai fait avant, c'est pour ne pas avoir à se poser ces questions-là que je me pose aujourd'hui, parce que je Ok. pars du principe que je me suis déjà posé avant. Et c'est vrai que là, c'était un peu le moment d'incertitude à me dire mais vers quoi je vais m'orienter, vers quoi je vais me diriger. Et finalement, j'ai recroisé la route de quelqu'un qui avait été en agence avec moi, qui avait quitté justement son poste en agence pour créer une association d'égalité des chances autour de la diversité et de l'inclusion. Tu me vois venir, je pense. Et il m'a dit, je suis tout seul, donc c'est Anthony Babkin, il m'a dit, je suis tout seul dans l'association que j'ai créée, à temps plein, j'entends, enfin, il y avait des bénévoles autour, mais tout seul à faire l'action au quotidien. Je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Est-ce que tu veux rentrer dans l'aventure? Nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va accompagner les entrepreneurs qui viennent de quartiers populaires, qui viennent de zones rurales, qui sont en situation de handicap, en gros, qui sont invisibles dans le monde de la tech aujourd'hui en France. On les accompagne, on les coach, on les aide à prendre confiance en eux, on les aide à développer des compétences relationnelles, on les aide à s'adresser aux médias, à s'adresser sur scène, on les met en avant, on fait du networking pour qu'ils puissent rencontrer des personnes auxquelles ils n'ont pas accès autrement. En fait, je me suis dit, c'est génial parce que c'est mettre des compétences de communicants au service de personnes qui en ont Mm. besoin. Et là, pour le coup, je retrouvais un peu cette composante RH à me dire, bah, c'est pas moi qui vais coacher les gens, mais c'est moi qui vais les mettre en relation avec les coachs, qui vais les accompagner, qui va faire en sorte que dans chaque promotion, bah, les gens disposent de tout ce dont ils ont besoin et de pouvoir les voir évoluer, les voir grandir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est d'aider les gens à grandir et de faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise dans leur environnement. Donc, je me suis dit, allons-y. À la base, c'est une mission qui devait durer 1 mois, parce que du coup, je suis devenu Ok. freelance à l'occasion. Ça va bientôt faire 3 ans et demi que j'y suis, donc Visiblement, ça a bien marché. donc ouais, voilà, ça a plutôt bien marché. Donc j'ai pu déployer cette action-là. Après, j'ai piloté d'autres programmes au sein de Mm. l'association et donc voilà ce que je fais au quotidien. Voilà mon parcours, ça a été au quotidien. À côté de ça, j'ai eu plusieurs engagements associatifs, toujours dans justement l'accompagnement, l'orientation, faire en sorte que les gens puissent mieux se sentir dans leur environnement. Mais du coup, il y a un truc que je comprends pas. Enfin, je sais pas si ma question sera claire, donc n'hésite pas à me demander. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait, que tu voulais arriver aux 5 ans d'études post-bac. Ouais. Et justement, tu vois, dans ton discours, j'ai l'impression que après les 5 ans, t'étais pas forcément beaucoup plus avancé. Mhm. Et donc, pourquoi tu considères ça toujours aujourd'hui quand on parle comme quelque chose d'important? Toi, si tu t'étais arrêté peut-être en L3 ou au bout Ouais. de Non, c'est une justement, très enfin, bonne question. j'arrive pas à comprendre quelle est la différence, surtout qu'aujourd'hui, les gens que tu accompagnes, ils ont pas forcément ce bagage-là non plus, Mhm. donc Non, c'est sûr, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est pas tant moi qui dis il faut être pris un bac+5, mm, c'est surtout les recruteurs. Enfin, aujourd'hui, alors après, voilà, on va pas faire de généralité, on va pas mettre tout le monde dans le même oui, panier, mais il y a encore beaucoup de recruteurs. Moi, je le vois au quotidien, qui disent, bah oui, bien sûr, qu'on recrute, il faut bac+5 et 3 ans d'expérience dans le secteur. Donc mm, là, c'est problématique parce que quand tu dis je suis ouvert à des profils en reconversion, mais que la personne n'a pas le bac+5 et elle vient d'avoir 3 mois de formation, donc parce qu'il y a des formations courtes qui existent pour plein de métiers. Et ça, j'ai découvert aussi même après coup. Mais en fait, malheureusement pour beaucoup, c'est un label en fait de dire j'ai un master, ok. dire j'ai fait 5 ans d'études, donc je sais pas ce que les recruteurs se disent, en tout cas ceux qui ne voient que par ce prisme-là, mais on va s'attendre peut-être à ce que la personne ait plus d'expérience sur un sujet ou plus de connaissances ou voilà, plus de Mm. connaissances. En fait, c'est surtout ça ce qui est valorisé dans un master aujourd'hui. Et j'y reviendrai parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les masters. Mais donc il y a vraiment ce côté plus de connaissances, alors qu'aujourd'hui, ce qui compte, enfin c'est vraiment ma conviction, c'est davantage les compétences qu'on développe, les savoir-faire, les savoir-être. Et tu peux très bien faire des études courtes et avoir du coup à âge égal plus d'expériences professionnelles Mm. qui sont à valoriser et que tu peux mettre en avant. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont vraiment ce prisme diplôme d'abord, notamment le cas en France. Et du coup, ça crée des difficultés pour quelqu'un qui n'a pas forcément Mm. la possibilité d'accéder à des études aussi longues, parce que mine de rien, c'est aussi un investissement, hein, d'aller sur un bac+5. Enfin, moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait des formations publiques, donc gratuites.
au vu des discours de certains candidats en ce moment, je sais pas si ça va durer, mais voilà, non, mais c'est un investissement, même partant du principe de formation est gratuite. Moi, il y a une question qu'on m'a posée, je comprenais pas, donc j'étais chez Diversiday, on crée un programme gratuit pour les demandeurs d'emploi, on les aide à s'orienter, à se reconvertir vers les métiers du numérique, et il y en a qui me demandaient, mais est-ce que je vais être rémunéré pendant cette formation? Mais je comprenais pas, je disais, mais en fait, c'est gratuit. Déjà, c'est un truc assez, pour moi, on avait fait le combat de se dire, bah, c'est accessible parce que c'est gratuit. Et en fait, j'ai compris que, pour certains, se former, c'est ne pas travailler, et ne pas travailler, c'est ne pas gagner de l'argent. Et il y a un besoin aussi de se dire, bah, limite, la formation, je veux dire, c'est un luxe, c'est exagéré que de dire que c'est un luxe, mais le fait de pouvoir aller dans des études longues, pour le coup, c'en est un. Et tout le monde n'a pas forcément cette possibilité, tant en termes de temps qu'en termes d'argent. Donc voilà pourquoi je dis que c'est important. Je dis pas que tout le monde doit se précipiter sur des bac+5. Il y a des limites. Et enfin, aujourd'hui, je vois qu'il y a dans certaines formations des changements qui sont en train de s'immiscer. Mais pour te donner un autre exemple, je connais des personnes donc qui ont fait des bac+5, notamment dans le domaine du droit. Qui sont arrivés sur le marché du travail, qui n'avaient aucune expérience professionnelle. Et en fait, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, dans le monde des entreprises, pourquoi est-ce qu'on veut que tu aies un bac+5? Enfin, c'est un peu le paradoxe. On dit, il faut que tu aies un bac+5, mais il faut que tu sois déjà expérimenté et que tu sois déjà efficace et opérationnel. Et le problème de formations qui sont 100% théoriques, c'est qu'elles permettent pas de découvrir le monde de l'entreprise et que du coup, t'arrives dans un milieu, ok, t'as ton bac+5 en poche, mais tu n'as pas forcément tous les codes ou tu sais pas forcément comment tout fonctionne. Et en plus, je pense, enfin peut-être pas forcément pour le droit, mais tu vois, moi, en école de commerce, ouais, je vois sur 5 ans, le numérique, ça va tellement vite. ouais. T'as certains trucs où tu sors d'études et ce que t'as appris, c'est déjà obsolète. Et donc, si t'as pas d'expérience sur le terrain, t'es pas au courant justement de ces différentes évolutions et t'es incapable aussi de t'adapter après. Et c'est quelque chose que je comprends pas non plus sur le côté bac+5. Mais là, plus aussi en termes, enfin moi ma spécialisation c'est plus l'entrepreneuriat et l'innovation, mais il y a encore aussi ce truc, comme tu dis, du fait qu'il faut avoir une bonne formation par rapport aux compétences, mais que si t'as pas d'expérience de création de projet ou que t'as pas travaillé dans telle et telle structure, c'est considéré comme étant un diplôme moins valorisé ou moins valorisable. C'est ça, exactement. Après, et j'ai du mal à voir comment en jouant le jeu du bac+5 ça va évoluer. Et en même temps, pareil, si tu joues pas le jeu, comment t'arrives à faire bouger les lignes? En fait, j'ai envie de te dire pas de panique, dans le sens où il existe des possibilités de gagner l'expérience, de monter en compétences, parallèlement à ce qu'on peut être amené à faire dans ses études, que ce soit à travers un job étudiant, que ce soit à travers les engagements associatifs, même en fait dans toute action de la vie, finalement, on en ressort parfois avec je sais pas, des leçons, des choses qu'on retient. Donc même si demain tu vas organiser un week-end avec des potes ou que tu dois t'occuper, je sais pas, d'une personne qui est en difficulté ou qui a besoin d'assistance, c'est aussi quelque chose où tu développes des compétences et après charge à toi de les faire valoir sur des candidatures ou sur la manière dont tu construis ton parcours professionnel par la suite. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est allez-y, si vous pouvez développer de l'expérience sur un sujet et que ça vous parle, faites-le. C'est important. Enfin, n'attendez pas de se dire bah tiens, j'ai 3 semaines de stage au mois de mars pour forcément découvrir le monde de l'entreprise ou j'en sais rien. C'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment. En fait, n'attendez pas qu'on vous dise vous pouvez y aller. Faites-le parce qu'en fait personne ne vous attendra. Donc prenez les devants quand vous en avez l'occasion. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est pas toujours le bon moment, je sais que c'est pas forcément comment s'y prendre, mais voilà, de se dire si vous avez la chance de faire des études longues, c'est pas une fatalité. Vous avez le droit d'aller dans le bac+5 qui vous intéresse, c'est un master recherche ou j'en sais rien, dès lors que vous y voyez un sens, que c'est important pour vous, que ça vous permette d'accéder à des choses très claires. Vous avez le droit aussi de faire des études courtes, de vous dire je vais dans quelque chose qui est peut-être plus fonctionnel, plus pratico-pratique et sur lequel derrière je vais déboucher sur d'autres types d'emplois dès lors que vous avez
une mise en perspective. C'est pas obligé d'avoir des plans de carrière sur les 40 prochaines années, mais au moins de savoir dans 2-3 ans à peu près ce à quoi vous souhaitez prétendre, le type d'environnement, en fait, le type d'environnement dans lequel vous souhaitez aller. Et tu me demandais tout à l'heure la question de quand j'étais petit, qui veux-tu devenir? Voilà, je pense que c'est une question qu'il faut garder en tête. Mm. Qui, euh, si demain, Pauline, je parle de toi, de quelle manière t'as envie que je te présente? Je ne saurais pas, je pose la question, mais je ne saurais pas moi-même y répondre. Non, mais c'est ça. Et non plus, il n'y a pas de fatalité à ne pas savoir comment y répondre. Je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question. Parce que mine de rien, on apporte forcément des éléments de réponse, même s'ils Mm. sont évolutifs, s'ils changent ou s'ils sont pas clairement fixés. Donc c'est important de se poser cette question-là. Et moi, j'aime bien la formuler autrement, en mode demain, quand je parlerai de toi à quelqu'un d'autre, ouais, c'est de quelle manière, c'est quoi la trace que tu as laissée, Ah oui. la manière dont tu souhaites être évoqué. Donc il y a cette question-là, et puis bon, après on tombe dans les schémas assez classiques. Je crois que tu l'avais partagé dans le magazine Allo sur l'ikigai, de savoir Mm. qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi est-ce que j'ai développé des compétences, quels sont les besoins de la société, et après où se situe mon niveau de rémunération dans tout ça. Pas obligé encore une fois de remplir les 4 cercles, mais au moins en tout cas se poser ces questions-là, avoir des éléments de réponse, ne pas hésiter à les réinterroger, re-questionner. Et, et voilà, enfin, donc sur tout ça pour dire pas de panique sur les études longues ou sur les études courtes. Ce qui est essentiel, c'est de savoir à peu près vers quoi on veut aller, Mm. vers qui on veut aller. Euh, et voilà, enfin c'est après, on pourrait Ouais. deviser pendant des heures sur ça. Mais en même temps, je pense que c'est aussi ultra important, tu vois, dans tout ça, d'avoir des retours extérieurs. Hmm. Parce que je sais que souvent, enfin en tout cas, moi sur la question de l'ikigai, ce que j'aime faire, je trouve que c'est le plus difficile à trier entre ce que t'aimes faire un peu en mode loisir Hmm. et ce que t'aimes et que tu sais faire plus en professionnel. Hmm. Et je trouve ça trop intéressant d'avoir aussi la possibilité d'avoir des gens autour de toi qui peuvent te faire des retours concrets là-dessus. Bien sûr. Et tu vois, pour continuer sur les gens qui ont fait des études longues, moi je vois, je peux facilement aller voir donc des gens avec qui j'ai travaillé en stage ou avec qui j'ai fait des projets. Et je me demande quand tu viens d'un milieu social peut-être un peu plus défavorisé où t'as pas eu l'opportunité justement de faire des études aussi poussées, comment t'arrives à trouver ce système Hmm. de soutien? Ouais. Déjà très bon point ce que tu dis sur le fait de s'entourer. C'est important voilà, de connaître son équipe, de composer son équipe, de savoir quelles sont les personnes de confiance. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être d'anciennes relations de travail. Ça peut vraiment être large, mais ne pas hésiter justement à confronter son projet, ses idées au regard des autres. Mm. Aller chercher des personnes bienveillantes, s'il vous plaît, parce que après il peut y avoir des personnes insupportables. Quoi que tu dises, vont dire t'es sûr que t'en es capable, t'es sûr que c'est le bon moment, t'es sûr que tu vas y Ouais. arriver, parce que bon, ça c'est quelqu'un, c'est parfait pour te miner le Ou qui moral. posent pas forcément des questions, qui Ah, savent. ah oui, oui c'est vrai aussi. Ouais, ouais. Donc bien choisir justement son entourage et vers qui on souhaite se tourner, qui a commencé par 1 et 2 personnes seulement, et après élargir les cercles si besoin. Euh, donc ça, ouais, ça c'est quelque chose qui est important. Ensuite, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Après, chacun sa perception de la chose, mais sur l'ikigai, je pense que justement, il faut pas faire la distinction entre loisir et Mm. monde pro. Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à enfermer le monde pro comme étant la partie majeure de notre vie, la partie essentielle, incontournable, dans laquelle on doit forcément travailler, être efficace, etc. Je pense qu'il faut aussi regarder sur justement ce qu'on aime faire à côté, les sujets qui nous intéressent, Mm. les types d'activités qu'on aime faire, les moments de la vie où on se sent le mieux, parce qu'on va peut-être découvrir des choses qu'on n'avait pas identifiées d'une part, et d'autre part, on va peut-être aussi, je vais attendre, euh, on va peut-être aussi donc identifier des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais surtout identifier des pistes de métier, en tout cas de manière en fait de gagner sa vie ou de vivre sa vie qu'on n'avait pas identifié et qui peuvent être s'inscrire dans un cadre professionnel. Ah oui, moi c'était plus le côté justement injonction au travail passion. Parce
que comme on a tendance à un peu mixer le tout, j'ai l'impression que dans cette partie de l'ikigai, on a tendance à se dire si t'aimes un truc, c'est forcément quelque chose que tu peux développer de manière professionnelle. Non, c'est un très bon point. C'est pas parce que tu vois, c'est pas parce que j'aime les plantes que je vais forcément devenir horticultrice ou fleuriste. Et c'est pour ça que j'essaye des fois d'essayer de différencier ou d'identifier quelque chose qui serait plus exploitable de façon professionnelle et qui me gênerait pas dans la vie de tous les jours non plus. Non, c'est un très bon point parce que en effet, tout loisir ne va pas forcément se transformer en métier. Et l'exemple que tu donnes sur les plantes est parfait, je pense, à cet égard. Et ensuite, voilà, après, il y a un arbitrage à faire de se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de garder dans. Bah, j'aime bien le faire, mais j'aime bien parce que c'est sur mon temps libre et que c'est pas prise de tête. Et à contrario, ce qui va vraiment avoir de l'importance, c'est sur lequel je souhaite passer le plus clair de mon temps. Et je pense que c'est plus dans cet axe-là qu'il faut en effet l'aborder. Mais l'intérêt aussi de l'outil, c'est qu'il te permet de prendre conscience de tout ça, en fait, de mettre des mots sur des aspects du quotidien auxquels on pense pas forcément. Et tu posais la question justement comment faire lorsque oui, j'avais comment faire lorsqu'on vient de milieux où on n'est pas forcément dans un cadre où on peut se poser toutes ces questions. Déjà, premièrement, une des choses que j'ai peur aujourd'hui, c'est que l'orientation, c'est vraiment un luxe. Toutes ces questions qu'on se pose, c'est parce que on est à un moment de notre vie où on a cette possibilité, on pas forcément en mode du on a des impératifs dans notre environnement qui vont faire qu'on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. C'est aussi pour ça, je trouve que c'est chouette qu'il y ait des actions comme les tiennes qui existent, des actions comme tu feras quoi plus tard, même comme Diversides qui existent parce qu'elles viennent apporter des outils, des acteurs, des solutions directement auprès de personnes, ce qui va leur permettre de faciliter leur réflexion. Mais justement, comment faire? Je pense c'est de se tourner vers ces solutions-là, de se tourner vers je pense au guide des 40 podcasts qu'on a sorti très récemment pour s'orienter à sa manière, dans lequel tu figures et dans lequel il y a d'autres solutions, parce que je me dis chacun a son approche aussi. Chacun en fait a sa bande passante, son temps, ses préoccupations du moment, son approche méthodologique. Enfin, moi je sais que je travaille avec des gens qui sont très parfois ordonnés, qui ont besoin d'avoir le tableau, l'ordre du jour très précis, et de l'autre côté il y a aussi des gens qui sont en mode tiens, le rendez-vous dans 5 minutes, qui va en parler, comment on s'organise, etc. Donc il faut vraiment de tout, et chacun a sa propre approche, et je vais pas communiquer de la même manière avec l'un ou avec l'autre, et je vais pas dans la même idée de transmettre quelque chose, m'y prendre de la même manière avec l'un ou avec l'autre. Et je pense que sur l'orientation, finalement, c'est pareil. La clé, c'est toujours de se connaître soi. Mais quand je dis se connaître soi, c'est pas tout savoir de A à Z, mais c'est au moins identifier les éléments importants pour soi. Qu'est-ce qui fait que tu seras content de ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu vas dire que tu as réussi? Est-ce que c'est parce que tu as un titre de 5 km de long, donc tout le monde fait des courbettes quand il se présente devant toi? Est-ce que c'est parce que tu as Voilà, non, c'est ça. Est-ce que c'est ton salaire avec 18 000 chiffres derrière? Enfin, est-ce que c'est le fait d'être avec des gens avec qui tu te marres tout le temps? Enfin, c'est très important. Déjà, d'une part, c'est savoir ça. D'autre part, c'est accepter que ça évolue, que ça change. Moi, je sais que ça va être une de mes questions. Mais non, mais en fait, on évolue. Les personnes autour de nous évoluent aussi. Et voilà, faut se dire aussi, à 15 ans, t'as pas les mêmes aspirations qu'à 25 ans ou qu'à 35 ans. C'est normal. T'as aussi le droit d'avoir les mêmes. T'as aussi le droit d'avoir déjà une vision assez jeune, très claire de ce que tu souhaitais et de t'y fixer. Mais voilà, je pense que dans un cas comme dans l'autre, c'est d'avoir cette possibilité. Tout le monde ne l'a pas, malheureusement. D'avoir le temps de prendre du recul sur soi, de s'interroger un peu sur tiens, où est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que ça me satisfait? Oui, non, pourquoi? Et où est-ce que j'aimerais être? Et après, comment je fais pour y aller? Ouais, mais tu vois, en fait, en t'écoutant, je me suis dit, c'est fou parce que hier, on a fait, enfin, je dis hier, mais quand le podcast sortira, ce sera pas du tout hier. Le meet-up qu'on a fait. Il y a 6 mois, on a fait un meet-up. C'est ça. Avec des nageuses de la communauté. Et parmi les discussions qu'on avait, on s'est rendu compte que t'avais parfois donc à la fois les données de prestige du lycée d'où tu viens, si c'est un lycée public, privé, quels sont les moyens mis en œuvre à l'intérieur aussi pour t'orienter, et si oui ou non, vers quel genre de filière. Tu vois, par exemple, moi dans mon lycée, je pense que le peu de gens qui sont allés à la fac,
sont allés dans le droit et la médecine. Et sinon, tout le monde était parti en prépa ou en école post-bac. Donc c'était quand même assez normé. Et on s'était aussi interrogé sur le côté un peu plus géographique de la réussite et de l'orientation, en se disant que, effectivement, si par exemple tu commences dans des grands lycées parisiens, tu auras accès aussi peut-être plus rapidement à certaines informations et à une, j'allais dire, et même à une formation, à un niveau qui sera différent que des personnes qui viennent peut-être de milieux beaucoup plus ruraux ou beaucoup plus éloignés. Et je me demandais dans ce cas-là, justement, comment tu faisais un peu pour à la fois découvrir des initiatives, tu vois, comme les nôtres, et en même temps aussi pour lancer la réflexion et réussir à se trouver un nouveau système de soutien. Parce que je pense que quand t'es à Paris, quand t'es à Lyon, dans des grandes villes, c'est beaucoup plus simple aussi d'arriver à s'entourer, de changer rapidement de personnes avec qui tu t'interroges sur ton futur. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je sais plus d'où vient la source, mais il y a un dicton assez célèbre qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus au Ah quotidien. oui, je déteste ce dicton. Moi, je trouve que c'est, enfin voilà, maintenant je suis beaucoup dans l'univers entrepreneurial, donc j'en reprends parfois les les Et c'est usages ou pour les ça phrases, que... sans jugement aucun dessus. Mais non, mais en vrai, indépendamment de ça, qui peut être la formule un peu simpliste. C'est vrai que mine de rien, on, on est beaucoup influencé par notre cercle proche, par les personnes qu'on fréquente au quotidien. Et comme tu dis, en fonction de l'environnement dans lequel tu es, que ce soit dans une grande ville, que ce soit au cœur de la grande ville, en périphérie de la grande ville, ou que tu sois dans les endroits un peu plus petits, forcément ça a une influence sur ta vision du monde et sur la manière dont tu t'entoures. Après, il y a puisqu'on est dans les petites phrases et dans les poncifs, la révolution numérique. Non, mais voilà, après, non, en fait, ce qui est intéressant avec le digital, c'est que tu as un accès incroyable à l'information. Ce qui est intéressant pour nous aussi, hein, sur ce qu'on fait sur les sujets d'orientation. Mais le problème, c'est que du coup, maintenant, les gens, ils savent plus forcément où aller chercher cette information-là ou comment la traiter. Enfin, il y en a, je sais pas les chiffres, je savais que j'étais venu les mains dans les poches. Je sais pas les chiffres sur ça non plus, mais il y a plus d'heures de contenu sur YouTube que tu ne peux en visionner dans toute ta vie. Donc, il y a un moment où il faut faire des choix. Il faut faire des choix, il faut être orienté, sans mauvais jeu de mots, il faut être orienté sur les bons outils ou les bonnes solutions qui peuvent te permettre derrière de t'orienter dans ton parcours professionnel. Donc, ta question, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans en différents milieux sociaux ou milieux géographiques pour arriver à se constituer justement le système de soutien dont tu parlais tout à l'heure et arriver à faire évoluer en même temps sa vision de la réussite, puisque peut-être que dans un premier temps, ce sera ce titre ou accéder à une réussite purement matérielle. Ouais, moi je crois. Selon les personnes qu'on côtoie plus tard, ça nous fera aussi évoluer. Ouais, exactement. C'est un bon point que tu dis. On évolue, on fréquentera pas toujours les mêmes personnes. Enfin, combien de personnes de ton lycée, avec combien d'entre elles t'es encore en contact aujourd'hui? Enfin, voilà, c'est l'enjeu. Non, mais c'est parfois tu te poses ces questions et tu dis, ah oui, quand même. Moi, je crois beaucoup en l'inspiration et au retour d'expérience. En l'inspiration, parce que je pense que si on est inspiré par quelqu'un, qu'il soit réel ou non d'ailleurs, ça peut être dans les œuvres de fiction, mais quand on soit inspiré par quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui nous parle. Donc quelque chose qu'on ressent et qui fait que tiens, ça a touché la corde sensible en un sens. Donc je pense que c'est important de se dire tiens, qui est-ce qui m'inspire? Et peut-être que dans les 5 personnes, ces fameuses 5 personnes qui sont dans mon entourage, elles m'inspirent toutes et dans ce cas c'est génial. Ça veut certainement dire que je suis au bon endroit. Peut-être qu'il y en a aucune d'entre elles. Dans ce cas, où est-ce que je vais chercher les autres? Comment je peux m'y prendre? Et c'est là où on tombe peut-être plus sur les retours d'expérience. Où là où je trouve que c'est efficace, c'est que Steve Jobs ou Elon Musk, ils peuvent me dire qu'ils ont monté leur boîte et que ça s'est super bien passé. Moi, je me reconnais pas forcément dans leur parcours. Et du coup, le retour d'expérience, là où c'est puissant, c'est quelqu'un qui va dire tiens, moi je suis arrivé là, c'est là où tu vas aller, c'est pas là où tu vas aller, j'en sais rien, mais je suis passé par les mêmes points de passage que toi. J'étais au même lycée, j'ai grandi dans le même quartier, moi aussi j'ai eu machin comme prof, quoi. Enfin voilà, et ça, c'est quelque chose qui fait que tu renforces déjà, tu t'identifies à la personne en fait, et dans ce cas tu te projettes plus facilement dans un parcours. Et tu vas dire peut-être que la personne elle est devenue vétérinaire, j'ai pas du tout envie d'être vétérinaire, mais j'ai envie d'avoir un élevage. C'est si tu aurais pas pensé si tu n'avais pas rencontré un vétérinaire avant. Donc c'est vraiment ce côté de se dire
que j'aille chercher dans mon entourage, dans ce que j'ai autour de moi, les personnes qui m'inspirent le plus, pour voir pourquoi est-ce qu'elles m'inspirent. Et après, il y a tout l'enjeu de la prise de contact et d'aller se rapprocher de ces personnes-là, si jamais elles sont pas dans nos cercles proches. Mais je pense que c'est vraiment ce côté ouvrir, s'ouvrir. Oui, oui. Ouais, mais en soi, tu vois, de ce que tu es en train de dire, ça fait ultra sens parce que je me vois pas envoyer un petit DM sur Twitter à Elon Musk, même si son parcours, bon, personnellement, il est actif sur pas Twitter. trop non plus, mais voilà, il est très actif sur Twitter, donc mis à part si j'ai envie de lui parler de Dogecoin et encore, mais je le vois très mal me répondre. Alors que si je sais pas, dans ma municipalité, mon arrondissement ou ailleurs, tu veux, quelqu'un m'inspire, je pense que ce sera beaucoup plus simple aussi de trouver le courage d'aller rencontrer cette personne-là. ouais, Donc c'est cool de se dire aussi, tu vas sortir du virtuel ou potentiellement du macro pour aussi se recentrer sur des initiatives plus locales et plus abordables. Ouais, c'est ça exactement. Faut articuler les deux. Après, bon, dans la série théorie d'entrepreneur, il y a la théorie des 6 degrés. Je sais pas si tu la connais. Ah, non. En fait, on est tous à maximum 6 degrés de n'importe quelle autre personne sur la planète. Et ça, c'est quelque Alors chose moi, qui a je connaissais été... le genre 3 poignées de main. Ouais, c'est la même. C'est les poignées de Ok, main. Enfin, ok, d'accord. du coup, chaque degré est rapproché par une poignée de main. Donc, ça veut dire que toi et moi, on est à 1 degré de connexion et quelqu'un de ton entourage par rapport à moi, du coup, je suis à 2 degrés puisque tu peux me mettre en relation avec cette personne. Ce qui fait que Elon Musk, tu connais certainement quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et ainsi de suite. Et en plus, il paraît que le digital a réduit... donc, c'est peut-être les 3 poignées de main dont tu parlais... donc on est plus forcément à 6, mais l'idée c'est de se dire voilà, faut pas hésiter aussi à si jamais tu identifies quelqu'un, que ce soit pour dans ton voisinage ou pour Elon Musk qui peut te mettre en relation avec cette personne-là, à aller lui en parler. Après on rentre sur un autre sujet qui est plus le réseau professionnel, qui est souvent vu comme étant la chose un peu à éviter ou la chose qui est pas forcément reluisante. Moi au contraire, je pense que un réseau dès lors qu'ils se font sur l'authenticité. C'est-à-dire vraiment aller voir les gens parce que t'es curieuse par rapport à eux ou parce que tu vois que t'as des atomes crochus sur certains sujets ou parce que tu vois que tu peux leur apporter quelque chose, c'est une bonne chose. Aller voir les gens pour l'opportunisme parce qu'ils connaissent Elon Musk, ça c'est la pire des démarches à avoir, je pense. Donc c'est, mais voilà, c'est, encore une fois, c'est se connaître soi, savoir à peu près vers quoi on veut aller. En fait, à partir de là, identifier comment je fais pour y arriver, de qui je peux m'entourer, vraiment les personnes de confiance et qui des relations dit ça marche dans les deux sens, donc les personnes sur lesquelles je peux m'appuyer, mais aussi qui peuvent s'appuyer sur moi. Et le principe du réseau, c'est que ces personnes-là sont pas forcément les mêmes. Oui. Moi, ce que j'aime bien dans la notion de réseau, c'est que c'est du donnant-donnant, mais autant quelqu'un peut t'apporter quelque chose, toi tu redonneras à quelqu'un d'autre autre chose, et pour autant là, il n'y a pas forcément de enfin c'est assez large et c'est vraiment collectif, c'est une approche qui est vraiment collective et c'est ce qui est assez utile, je pense. Non, mais c'est trop chouette comme vision parce que c'est vrai que enfin, là c'est parce qu'on vient de passer le mois de janvier, mais il y a vraiment, tu vois, à l'esprit ce truc de t'envoies des dizaines de mails pour faire tes vœux ou pour faire une annonce particulière sans avoir de proximité nécessairement avec les personnes de ton réseau. Et c'est cool de rappeler que effectivement il y a quand même un certain degré d'authenticité qu'il faut avoir avec les personnes avec lesquelles t'échanges, même si plus tard t'as pas forcément de lien pro non plus avec eux. Et j'avais une autre question un peu dans enfin c'est à la fois lié et pas trop. Je m'explique. Mais tu vois, on parle pas mal de pair à pair, de relations avec des gens qui soit sont passés par les mêmes questionnements que nous, ou qui en même temps se les posent. Et je me demandais, je sais pas trop comment poser cette question, mais tu vois, par rapport aux gens que vous aidez, soit avec Diversity Days ou avec Tu feras quoi plus tard, c'est des personnes qui sont pas, enfin je fais ce geste, mais j'allais dire, mais qui sont pas forcément au même stade de vie que vous. Et du coup, est-ce que tu penses que la personne qui fait le lien est nécessairement extérieure à ces questionnements? Extérieur à ces questionnements, t'entends quoi par là? Au sens, je veux dire, un peu où j'ai l'impression qu'il y a du coup une certaine verticalité.
Mais ça rejoint ma question de tout à l'heure, tu vois, sur le fait d'avoir un master et d'aider des personnes qui sont issues d'un milieu différent. Tu vois, est-ce que, Ouais, enfin, comment tu fais pour créer une proximité ouais, alors même que t'es pas issu du même, ouais, du même vécu que ces personnes ou que tu ne le partages plus. ouais. Mais je sais que je t'avais déjà posé cette question-là. Bah, tu me diras si je t'apporte la même réponse dans ce cas. Je pense que, enfin, moi, j'y vois pas le sujet, dans le Ok. sens où, oui, ça, je me souviens de la question que tu m'avais posée, Ouais, c'était ça me plus revient à orienté sur l'esprit. la Ouais. légitimité. Oui, oui, oui. Non, mais sur la légitimité à le faire, et oui, pourquoi est-ce que moi qui ai un bac+5, Mm. je vais pouvoir aider des personnes qui ont pas forcément le même niveau d'études, ou qui ont pas forcément vécu aux mêmes endroits que moi, ou qui ont pas forcément traversé les mêmes épreuves. Moi, je pense qu'il y a pas de sujet sur ça, dans le sens où, encore heureux, pour la solidarité, enfin, lorsqu'il Mm. s'agit de solidarité, tout le monde peut contribuer. Sans aucune barrière, sans aucune limite. Après, quand je dis solidarité, enfin, je devrais plutôt parler d'entraide. Euh, Mm. et tu parlais de cette verticalité, il y a peut-être une forme de différence de statut ou autre. Euh, Moi, je pense que déjà, l'entraide pair à pair, c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on a tendance à Mm. sous-estimer. Oui. Mais Enfin, je pense pas nécessairement sous-estimée, mais j'ai l'impression qu'elle est très mise en valeur une fois que tu es en entreprise et considérée comme quelqu'un de compétent. Mais que avant, quand tu es encore en études, on se dit plus que c'est, enfin que c'est cool, mais que ça va pas t'aider. tu veux dire, par exemple, avec tes camarades de promotion, donc qui sont tes pairs quand tu es en formation, t'as pas Mm. forcément le même rapport que avec tes collègues au Non, travail, c'est ça? enfin, j'ai l'impression que dans la manière dont, j'allais dire, l'enseignement ou les entreprises abordent le pair à pair, que c'est valorisé en entreprise, tu vois, pour former les collaborateurs et les collaboratrices, Mhm. mais qu'en école, on t'apprend à collaborer en pair à pair, mais qu'on met pas forcément ce mode d'apprentissage encore, enfin, en tout cas, je trouve qu'on ne le met pas suffisamment en avant par rapport à ce que ça pourrait apporter. Mhm. Ouais, ouais. Et là, en fait, tu touches à un autre point. Je pense que aussi tous les enjeux de d'apprentissage et de pédagogie, un peu ce qu'on Oui. disait au début, hein, sur. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer sur ça, notamment l'apprentissage en pair à pair. Enfin, je me souviens avoir fait 10 000 travaux de groupe, c'est pas pour autant qu'on t'apprend vraiment à travailler en Non. collectif. Je pense que il y a des enjeux pour justement permettre de déployer les bonnes compétences. Comme tu l'as dit toi-même, à la fin de tes études, tu avais une partie de tes compétences qui étaient déjà obsolètes, ce qui est pas normal. À mon avis, il faut vraiment qu'on insiste sur les savoir-être, les savoir-faire, tout ce qui est capacité d'adaptation. Je pense que c'est aujourd'hui certains métiers évoluent tellement rapidement, apparaissent, disparaissent que faut être en mesure de dire ok, tel job, je suis capable de Mm. réutiliser les compétences que j'avais dans un autre emploi, dans un autre métier qui vont me servir là, qui vont me servir ici, etc. Donc ça, je pense que c'est important de pouvoir déployer ça, de pouvoir le développer. Aujourd'hui, c'est pas forcément dans tous les organismes de formation que tu peux le faire. Donc, il y a d'autres méthodes de pédagogie, il y a d'autres expériences, je pense à l'engagement associatif qui te permettent aussi de déployer ces Oui. compétences-là. Là, je fais une petite parenthèse sur plutôt le côté monté en compétences pour revenir sur le pair à pair, la légitimité et de qui peut s'impliquer dans des actions finalement d'intérêt général. C'est Mm. un peu le sens de ta question. Encore heureux, donc dès lors qu'il s'agit d'intérêt général, tout le monde peut y contribuer. Et je pense que dès lors on fait preuve d'empathie, on fait preuve d'écoute, on juge pas. Enfin, c'est important, mais quand tu viens en aide à Mm. quelqu'un, tu te dis bah ok, j'accueille la personne qu'elle est, elle a son vécu. Euh, je il y a une partie que je peux comprendre, parce que peut-être que j'ai vécu la même chose, une partie que je peux pas comprendre. Dans ce cas, je dois l'accepter. Mais comment est-ce que je vais pouvoir apporter un accompagnement qui est efficace? Ça, je pense que c'est important. Et puis de l'autre côté, enfin, je trouve ça naturel chez moi et j'ai la chance parce que ça a l'air d'être naturel. Après ces 5 fameuses personnes qui m'entourent, c'est encore en l'occurrence mes collègues, que ce soit au sein de Diversity Days ou de Tu feras quoi plus tard. Il y a une bienveillance. En fait, quand Mm. quelqu'un vient, enfin plutôt en l'occurrence nous c'est des actions où on va voir les gens, on leur dit bah on met ça en place, si tu veux venir tu viens, c'est maintenant que ça se passe, mais qu'on le fait avec bienveillance. Enfin la semaine dernière j'étais quand même sur une visioconférence pour présenter justement l'un de nos programmes et à la fin les gens ont dit merci, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui nous parle de ça avec le sourire.
et avec gentillesse. Et en fait, ça m'a surpris parce que les gens n'ont pas l'habitude en fait. Et c'est dommage de se dire qu'on est quand même dans un environnement où les gens n'ont pas l'habitude qu'on soit bienveillant avec eux. Mais dès lors où on agit avec bienveillance envers n'importe qui, envers qui que ce soit, déjà ça facilite les relations et ça permet en fait de montrer qu'on juge pas la personne en face. Ouais, en fait, ça revient un peu à ces questions d'authenticité et de faire en sorte de prendre la personne en face comme un humain ou une humaine et pas simplement comme un numéro sur sur un contrat ou en l'occurrence comme une caméra qui est juste en face de toi. Parce que je pense que t'as aussi beaucoup enfin en tout cas avec le Covid, j'ai l'impression que dans mes visios, t'as aussi beaucoup d'entreprises où la caméra est off et ton micro aussi. Et je sais que des fois, t'as des profs qui sont mais super heureux quand quelqu'un met sa caméra. Et ouais, c'est que tout double, hein. C'est un peu triste aussi. Ouais, c'est qui double en fait. Après, ça dépend. Enfin, pareil. Je vais pas refaire le monde du télétravail. C'est marrant, il y a un article. Je sais pas si je vais lire la semaine dernière ou il y a un an du coup, parce que je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, mais qui est sorti dans The Guardian et qui disait, mais en fait, savoir si c'était est-ce que le future of work, donc l'avenir du travail, est-ce qu'il sera en télétravail ou non? En fait, se poser cette question, c'est un problème de riches. Et c'est tout un article qui disait, en fait, il y a toute une partie de la population qui même pas à se poser la question de visio ou pas visio, parce que c'est soit je travaille sur le terrain, soit j'ai pas d'emploi. Et en fait, c'est vrai qu'il faut remettre les choses un peu à leur place. Le télétravail, même si ça concerne une partie importante de la population, notamment en France, c'est pas tous les Français. Donc après, ça inscrit des évolutions dans les modes de travail. Et là, on retourne en fait sur le fameux, un peu chacun sa méthode, chacun son approche. Moi, je sais que le télétravail, je le faisais déjà avant la crise sanitaire. Je suis à l'aise avec et moi, je peux passer des jours à distance. De l'autre côté, je sais que j'ai aussi besoin par moment d'être au contact avec les autres personnes. Et moi, je me considère chanceux parce que voilà, je sais que j'ai cette capacité à m'adapter en ce moment dans cette situation. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Dès que les entreprises ont dit on réouvre nos locaux, je sais pas combien de jours par semaine, qui sont précipités sur leur lieu de travail, alors que le job qu'ils font, ils peuvent le faire à distance parce qu'ils avaient ce besoin d'être au contact de leurs collègues, d'être dans un environnement aussi qui rappelle le travail, en opposition à l'environnement qui est le foyer, qui est pas forcément là où le travail est censé s'immiscer. Et encore une fois, c'est un peu chacun son approche. Et je pense que le monde du travail tel qu'on doit le construire demain, il faut qu'il puisse être inclusif et donc adapté au mode de fonctionnement de chacun, quel que soit le type de travail qu'ils ont, leur parcours, leur bagage, etc. Il faut que ce soit plus ouvert que ça l'est en ce moment en tout cas. Ouais, mais ça revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure sur l'orientation et ce truc de t'as des personnes qui n'ont pas à se poser de questions sur leur orientation parce qu'elles n'ont pas le luxe non plus de pouvoir prendre ce temps. Ouais, c'est super intéressant parce que je n'y avais effectivement jamais réfléchi de cette manière-là. Donc je me rends compte qu'il y a plusieurs privilèges à déconstruire. Non, c'est ça. Après, faut pas forcément jeter la pierre sur tout. Hein. Oui. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde ne peut pas se poser cette question et ces questions plutôt. Et heureusement, il y a de plus en plus d'initiatives qui existent aussi pour leur permettre. Et on peut s'en réjouir, on peut s'en féliciter. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais mettons en lumière aussi. Enfin, je sais que c'est l'une des choses qui nous tient à cœur chez Tu feras quoi plus tard, mettre en lumière les solutions qui existent déjà. C'est pour ça, je parlais du guide tout à l'heure, le fait de valoriser tes actions notamment. Mais voilà, mettons en lumière ce qui se fait pour permettre à chacun de se poser ces questions, qui est en fait la première étape pour trouver les réponses. Trop cool. Je pense que ça fait une super conclusion. Merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Et du coup, pour te suivre, on peut te retrouver sur alors aujourd'hui sur voilà, tu feras quoi plus tard c'est ça. Alors à peu près sur toutes les plateformes réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter. Si tu veux, je vais distinguer. Donc sur tu feras quoi plus tard, on peut nous retrouver donc sur Instagram. Sur Instagram, sur les plateformes des podcasts favorites. On a un site internet qui s'appelle tuferaisquoi plus tard.com avec des tirets à chaque fois. Et
Donc c'est là où on peut nous trouver. Après, comme je te le disais en off avant l'enregistrement, on réfléchit à aller sur d'autres plateformes, d'autres formats. Donc, peut-être pourquoi pas un compte TikTok très prochainement. Et sur Diversité, vous pouvez le retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, un peu partout. Trop cool. Bah, je mettrai les liens en description. De toute façon, t'inquiète, ce sera plus simple pour pouvoir te suivre. Ah, Et génial, puis à merci. bientôt, j'espère. Mais oui, j'espère aussi. À bientôt. Merci encore pour l'accueil. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau.